Aujourd'hui, il y a une tendance de marché qui est la disparition progressive de la collecte et de l'usage des données personnelles. Donc évidemment, c'est presque une bonne nouvelle pour nous, parce que nous, forcément, on travaille pas en one-to-one comme le monde digital, mais en one-to-many. Donc on va travailler plutôt avec des données un peu plus génériques, un peu plus globales de nos trafics. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Victor Azria, Global Data Director chez JC2Co. Avant de rejoindre JC2Co, Victor a passé plusieurs années chez Capgemini en charge de l'offre Data Science et Analytics. Il est aujourd'hui responsable de l'équipe Data Center of Excellence au sein de la division Data, chargée de délivrer des produits data chez JC2Co. Bonjour Victor. Bonjour Marc. Alors Victor, est-ce que tu peux nous présenter JC2Co rapidement ? Oui, bien sûr. Donc JC2Co est le numéro 1 mondial de la communication extérieure. On a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de un peu plus de 3,3 milliards d'euros. On a une audience journalière d'un peu plus de 850 millions de personnes, avec environ 1 million de panneaux publicitaires dans le monde. Le modèle économique du groupe JC2Co est assez simple. Dès les années 60, le fondateur Jean-Claude Decaux imaginait un nouveau type d'espace publicitaire. Il met à disposition et il entretient des abris, en l'occurrence c'était des abribus, en le finançant par de la publicité pour les usagers qui attendent donc leur bus. Et alors la data chez JC2Co, comment ça s'orchestre ? Alors on a monté une équipe data, une division data en 2018 pour répondre à plusieurs enjeux. Les premiers enjeux, c'est évidemment la transformation de l'écosystème des médias avec des acteurs émergents qui ont émergé bien avant 2018, qui ont transformé à la fois l'environnement du marketing et je pense évidemment à des acteurs du digital, les GAFAM, les Criteo et autres, qui ont amené évidemment le groupe JC2Co, qui est sur un média différent, on est sur un média extérieur, à imaginer sa transformation à travers les mêmes outils et les mêmes technologies. Donc évidemment, ça va passer par la digitalisation des inventaires, mais également par une utilisation beaucoup plus forte de la data, que ce soit sur des problématiques de mesure de performance de campagne, que ce soit sur des problématiques d'optimisation de planification de campagne, ou voire même sur des problématiques différentes du sujet des médias de manière classique, comme des sujets d'opération, on va pouvoir faire de la maintenance prédictive, l'optimisation des parcours d'entretien de nos panneaux ou autres. La division data, vous allez finalement avoir comme sorte de clients un peu les autres divisions du groupe ? Exactement. En fait, je n'ai pas précisé, mais on a plus de 80 filiales dans le groupe JC2Co, partout dans le monde. On a travaillé pour la plupart des pays en Europe, Amérique latine, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Et aujourd'hui, c'est eux nos principaux utilisateurs. C'est eux les principaux demandeurs de data. Au sein de cette division data, j'ai oublié de le préciser, on a 4-5 équipes. Une première équipe qui est chargée de développer les produits data et de développer les analyses, les algos, les outils et les interfaces, qui est le Data Center of Excellence que je dirige. On a une équipe qui est en charge de la stratégie des produits qu'on va développer, une équipe de product manager, et qui a en plus une charge de partenariat, de monter des partenariats. Donc aujourd'hui, on monte des partenariats à la fois technologiques sur des solutions de marché qu'on va réutiliser en interne, mais aussi des partenariats data. Et donc on va travailler avec des entités externes qui revendent de la donnée, que ce soit des telcos ou des données, par exemple, sur des vols en aéroport. On peut en reparler plus tard. On a une équipe qui est chargée des opérations, donc avec à la fois une partie KPI, Analytics, et aussi une partie QA pour s'assurer des bons déploiements de nos produits. Une équipe qui est en charge de la communication avec les marchés, donc product marketing, récupération des besoins auprès de nos différentes filiales et promotion de tout ce qu'on fait dans la division data, et une équipe de communication, plus pour la communication extérieure. La taille du département data de JC2Co, c'est quoi ? Aujourd'hui, on est un peu plus de 60 personnes. Quand on a commencé il y a un peu plus de 4 ans, il y avait 6 personnes. Donc évidemment, il y a une forte croissance pour plein de raisons. La première, c'est qu'on a un sponsorship interne
qui est suffisamment fort pour que on ait de la visibilité au sein du groupe JC2Co et que du coup les demandes viennent de plus en plus fortement et de plus en plus naturellement dans cette division qui est un peu originale dans le groupe JC2Co parce qu'on est une division corp, donc on travaille pour toutes nos filiales, pour nos 85 filiales. Donc évidemment, nos clients aujourd'hui, c'est pas du tout que la France, même si on est basé à Neuilly, c'est le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni. Et donc sur ces 60 personnes qu'on a, on va dire qu'on a à peu près la moitié qui est une équipe tech. Donc, qui est composé principalement de data scientists, data engineers, des développeurs web full stack, des DevOps, on travaille sur nos infra cloud et des product owners. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous partager une ou plusieurs décisions business que vous avez prises en regardant la data ? Ouais, on a un exemple assez sympa sur lequel on communique beaucoup. Alors on a plusieurs produits qu'on développe pour nos filiales. Un des produits sur lequel on communique beaucoup et qu'on pousse énormément à nos marchés, c'est un outil qu'on appelle Creative Heatmap, qui permet de simuler les analyses d'attention sur les visuels publicitaires à base d'un algo de deep learning qu'on a développé en interne. L'idée, c'est remplacer les études qui sont faites avec des caméras sur les lunettes pour savoir où l'œil se place sur un visuel publicitaire et pouvoir le sortir en quelques secondes juste en envoyant sur notre interface un visuel ou une photo d'un abribus avec la campagne pour voir comment est-ce que les gens réagiraient ou quels sont les messages de la publicité qui sont vus en premier ou plus ou moins visibles entre le logo, le produit, le visage d'un mannequin. C'est une sorte de solution de qualité pour de la publicité. On voit si la publicité est bien en analysant en fait comment elle a été regardée. Ouais, exactement. En fait, alors on va pas forcément aller sur est-ce que la publicité est bien ou non parce que évidemment ça c'est le travail d'agence ou de spécialistes là-dessus. Par contre, on va pouvoir donner quelques insights sur quelles sont les parties de la publicité qui sont vues ou pas en fonction de l'objectif de campagne. Est-ce que tu as envie que ce soit ton produit qui soit hyper visible ou est-ce que tu as envie que ce soit ton message texte qui soit hyper visible. Là, on va pouvoir retravailler parfois avec des agences ou des annonceurs pour soit modifier, soit faire passer le bon message qu'ils veulent sur leur campagne. Donc, on a un exemple hyper concret sur lequel on communique beaucoup. C'était pour une campagne Uber au Guatemala et en l'occurrence le lancement de leur produit Uber Moto sur lequel, sur la campagne, sur le visuel de campagne, ils voulaient mettre en avant évidemment ce Uber Moto à travers un code promotionnel que tu rentrais pour pouvoir des promotions. Et donc en gros, ils avaient une dizaine de visuels différents sur lesquels on a passé notre outil et on essayait de regarder à quel point le code Uber Moto ressortait plus que d'autres parties du visuel. Et donc Uber a choisi son visuel de campagne à partir de ces analyses-là parce qu'on a vu que sur une de ces campagnes-là, sur un des visuels, justement le code ressortait vachement par rapport à tout le reste de l'image et c'était vraiment l'objectif de leur campagne. C'était pas de passer leur marque Uber, mais vraiment le code promotionnel que les gens repèrent rapidement et puissent réutiliser. D'accord. Et alors pour en arriver là, vous avez donc dû prendre tous les candidats, les mettre sur quelques abribus et faire tourner pendant quelques semaines. Pas forcément, en fait, on n'est même pas obligé d'en arriver là parce que forcément ça demande beaucoup de moyens. Nous on est bien en amont par rapport à ça. En fait, au début, tu récupères juste un PDF ou un JPEG ou peu importe tes images, tu les mets sur nos interfaces et on va te calculer uniquement cette carte de chaleur de l'attention sur ton visuel. Voilà. Après, on a développé des nouvelles fonctionnalités dans l'outil et notamment maintenant on est capable aussi de tester ça sur des panneaux publicitaires, donc sur des abribus, sur les 2 mètres carrés, des 8 mètres carrés, ou, peu importe, dans leur environnement. Et là, tu n'es même pas obligé d'aller tester ta campagne et de l'afficher et de prendre une photo pour voir comment ça fonctionne. On a un outil qui va te faire l'incrustation automatique. Et donc, tu as juste à prendre la photo de ton panneau. Ça marche très bien dans à peu près tous nos environnements, que ce soit aéroport, rue, métro ou autre. Tu vas sur l'outil, tu fais ton détourage une fois et derrière, tu peux tester avec 4, 5, 6 campagnes qui s'incrustent automatiquement. Et tu peux aussi voir, du coup, nous, on appelle ça in situ, c'est tu vois ta campagne dans la situation, dans l'environnement dans lequel il va être. Et évidemment, en fonction de tes différentes campagnes, que tu sois en bord de route, que tu sois au milieu de l'esplanade, de la Défense ou ailleurs, ça ne va pas forcément avoir le même impact visuellement. Ouais. Parce que tu as des environnements autour qui bougent. Surtout quand tu as des campagnes qui sont des campagnes digitales, en vidéo, qui elles-mêmes bougent dans un environnement autour qui bouge, etc. L'attention des passants ne sera pas forcément la même. Et alors, d'où vient la data avec laquelle vous travaillez ? Sur quel genre de data vous travaillez ? Alors, ça va dépendre évidemment des sujets sur lesquels on travaille. Aujourd'hui, on a plus de 80% de nos projets qui sont vraiment dédiés à des sujets médias, marketing. Donc, c'est lié aux campagnes de nos clients. Et là-dessus, une des premières données, évidemment, mais c'est inhérent au monde des médias de manière générale, c'est la donnée d'audience. Donc, la donnée d'audience,
Historiquement, c'est de la donnée qui est assez simple parce qu'on est dans un monde qui est assez difficile à mesurer, qui est le monde extérieur. On n'est pas du tout digital où en fait tu peux savoir exactement qui a vu ta pub, à quel moment, est-ce que derrière il a cliqué sur le lien, etc. Où tout est tracé parce qu'en fait tout est digital, donc c'est très facile. Nous, on n'est pas du tout dans ce monde-là. Parce que quand tu arrives à l'aéroport, que tu croises une pub, derrière tu passes le pass de sécurité, que tu arrives dans ta porte d'embarquement, on ne peut pas forcément savoir Marc se trouve à tel endroit, etc., a vu la pub. Donc un des premiers enjeux, c'est de savoir quelle est la bonne donnée pour pouvoir améliorer évidemment la connaissance de nos audiences. Donc évidemment, on va travailler avec des données sociodémo, qui sont des données qui sont accessibles par tout le monde. Après, INSEE. Exactement, INSEE pour la France, mais après, vu qu'on travaille aussi pour plein d'autres pays, on va travailler avec les équivalents aux États-Unis, les équivalents en Australie ou ailleurs. Après, on va aussi travailler avec des données de telco qui vont nous donner un peu plus d'informations, notamment sur des volumes de trafic. Ce qui nous intéresse, c'est pas l'individu, la personne même. Ce qui va nous intéresser, c'est plus le trafic général autour d'une de nos campagnes. On est un média one-to-many, donc en fait, ce qu'on veut savoir, c'est combien de personnes ont vu la campagne. Et sur toutes ces personnes-là, par exemple, est-ce qu'on a remarqué des augmentations de trafic en magasin suite à une campagne, sans forcément savoir si c'est tel individu qui a vu la campagne et qui derrière est allé dans le magasin derrière. Non. Donc les données qu'on achète, ça va être des données de telco par exemple, ça peut être des données de vol pour savoir par exemple combien de personnes décollent de tel terminal, de tel aéroport, pour derrière retracer les parcours, pure simulation, derrière, retracer les parcours pour avoir des chiffres d'impression, c'est-à-dire de nombre de vues de nos campagnes au sein même de l'aéroport, sans avoir à traquer les personnes sur leur téléphone ou avec des capteurs. D'accord. Et alors, comment on achète de la donnée ? Est-ce que c'est facile ? Alors, c'est une bonne question. Évidemment, ça dépend des types de données. Plus aujourd'hui, on se rapproche de la donnée personnelle, plus c'est compliqué à... Pas forcément simplement à acheter, mais à utiliser de manière générale. Aujourd'hui, il y a une tendance de marché qui est la disparition progressive de la collecte et de l'usage des données personnelles. Donc, évidemment, c'est presque une bonne nouvelle pour nous, parce que nous, on travaille... pas en one-to-one comme le monde digital, mais en one-to-many. Donc on va travailler plutôt avec des données un peu plus génériques, un peu plus globales de trafic. Donc évidemment, ces données-là peuvent être un peu complexes à acheter ou à utiliser ou à certifier derrière ou à justifier que l'usage est conforme au RGPD ou autre. Sur le reste, la problématique principale, c'est pas forcément la contractualisation ou l'achat, c'est la vérification de la qualité de la donnée. La vérification de la constance dans le temps. C'est-à-dire que si nous, demain, par exemple, on achète de la donnée à un opérateur télécom dans un pays, comment est-ce qu'on s'assure que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, en fait, on va avoir toujours les mêmes volumes de données, avec la même représentativité des données, et un minimum de constance comme ça, ou au moins juste qu'on aura la donnée qui est nécessaire pour derrière faire tourner nos algos. Donc en fait, on est plus, à chaque fois qu'on contacte des opérateurs, ou à chaque fois qu'on contacte des technos externes, des boîtes qui revendent la donnée, on fait souvent des études pour savoir est-ce que cette donnée, elle suffit ? Est-ce qu'elle est de bonne qualité ? Est-ce que derrière on est prêt à mettre ce prix-là ? Est-ce qu'il y a un certain ROI quand même à l'achat de données pour derrière l'usage, la réutiliser pour la vente de campagne, etc. Donc on est plus sur des problématiques d'études chez nous que sur des problématiques de contractualisation ou de trouver les bonnes données. D'accord, ouais, vous vous posez la question, regardez des échantillons peut-être, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter cette donnée de façon durable ? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, la plupart des entreprises qui revendent de la donnée proposent des échantillons ou proposent des accès à des API pendant 1 ou 2 mois. Nous, ça nous permet, on met 1 ou 2 data scientists, un data analyst sur le sujet, ils collectent de la donnée, ils testent, ils tordent un peu le truc, et puis à la fin, on voit si ça permet de répondre à notre problème ou pas. Puis dans ce cas-là, à ce moment-là, on rentre dans des process plutôt de contractualisation, d'achat. Et puis il y a une nouvelle tendance de marché aussi qui émerge, et ça, j'y crois quand même pas mal, c'est les data marketplace. Alors on a une équipe qui est dédiée pour ça, qui est partnership, avec des personnes du coup qui vont étudier différents data providers pour savoir lequel fonctionne pour tel ou tel cas d'usage. Sur des marketplaces, en fait, comme son nom l'indique, tu cherches la donnée que tu veux dans un catalogue de données qui est déjà mis en service, où tu peux déjà avoir des extraits, tu peux déjà voire même te mettre en contact avec la boîte, voire même avec d'autres utilisateurs pour savoir comment est-ce qu'ils l'utilisent. Et c'est un accélérateur énorme dans la recherche de jeux de données externes pour les personnes qui n'en produisent pas eux-mêmes directement. Et en plus de l'accélérateur, moi ce que j'aime bien, c'est que ça te permet même d'avoir des idées. De
Plutôt que d'avoir un catalogue énorme, tu vas dire ah mais oui tiens telle donnée j'avais pas forcément pensé parce que j'ai pas forcément eu l'idée ou alors personne n'en a parlé avant et puis en fait finalement je me rends compte que acheter de la donnée sur la porte d'embarquement d'un certain vol peut être hyper intéressant parce qu'il y a un cas d'usage qui me vient en tête et du coup je vais tester. Et ce côté un petit peu je teste, je regarde, je fouille, j'imagine est quand même pas mal avec ces marketplaces. Et tu connais quoi comme marketplace qui soit, on va dire, suffisamment fourni aujourd'hui ? Le problème c'est qu'il n'y en a pas forcément qui émergent sur le marché français, européen ou même occidental de manière générale. Amazon a sorti sa marketplace, mais bon, forcément, ça ne concerne que les clients AWS. Je sais que Snowflake, c'était dans les premiers aussi à sortir leur marketplace, mais qui est accessible aux utilisateurs Snowflake, donc forcément, ça restreint. Et en fait, je me demande s'il ne faudrait pas soit une impulsion gouvernementale ou de l'Europe de se dire on va investir massivement dans une boîte, une techno, en nous-mêmes en tant que producteurs de données, parce qu'il y a énormément d'open data, il y a énormément de données gouvernementales. Déjà, rien que ça alimenterait très largement et ça permettrait d'avoir de l'attrait. Et puis derrière, les financements publics permettraient quand même de faire grossir le truc. Et en termes de charge de travail, de temps, chercher les nouvelles données, les analyser, voir si c'est qualitatif, etc., dans ton équipe, ça représente quelle proportion, combien de jours par mois, combien de jours par personne ? Je dirais, sur un cas d'usage classique, on va avoir une étude qui peut prendre 1 mois à peu près, avec 2 ETP, donc 2 data scientists, ou un data scientist et un data analyst. On va prendre 1 mois pour faire une étude complète. Sur cette étude, il y en a bien la moitié qui est dédiée à la data quality. D'accord. Donc s'assurer que la donnée est représentative, etc. Et ça nous est déjà arrivé, évidemment, mais je pense que c'est arrivé à tout le monde, de se lancer sur un projet, de dire c'est bon, ça va marcher, et puis en fait on regarde la donnée, on teste, et puis une fois qu'on a testé, on se rend compte que ça va pas, et puis on est obligé de repartir sur autre chose, puis on trouve un autre jeu de données, et puis heureusement qu'en fait on s'en est rendu compte avant d'être trop engagé derrière dans le processus de développement ou dans le processus de vente. Donc en fait c'est vraiment cette phase d'étude de faisabilité, est-ce que la donnée est bonne, est-ce que la donnée est de qualité ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre provider derrière auquel on n'a pas forcément pensé, voire même est-ce qu'on ne va pas repenser notre méthodo ou notre algo en fonction de juste utiliser un autre type de données, tu vois, au lieu d'utiliser de la donnée qui vient de Wi-Fi, on va utiliser de la donnée qui vient d'un opérateur télécom, complètement différent. Ouais. Ça, sur 10 études de faisabilité que tu fais comme ça, combien il y en a qui deviennent un produit ? C'est quand même très majoritaire. C'est majoritaire parce que l'intuition en général est plutôt la bonne. Donc je dirais 90% des cas. D'accord. 90% des cas, c'est les produits. Et en fait, le cut, il n'est pas uniquement sur la qualité de la donnée, ou sur est-ce qu'on a réussi à avoir la donnée pour le faire, ou est-ce qu'on arrive à développer l'outil, la techno. Le cut, il est aussi sur l'usage. On a fait un nouvel outil, il y a un pays qui nous le pousse à fond, qui est persuadé que ça va révolutionner aujourd'hui la vente programmatique en aéroport. On est à fond, on y va, et puis en fait on se rend compte que derrière l'usage marche très bien pour cet aéroport-là ou pour ce pays, et puis en fait finalement il n'y a pas forcément d'attrait à l'extérieur. Et je pense qu'il est plutôt là derrière le cut entre un produit qui fonctionne et un produit qui ne fonctionne pas, plutôt que sur une data qui n'est pas forcément de qualité, etc. C'est aussi l'avantage d'acheter de la donnée à l'externe plutôt que de la produire soi-même. Alors la produire soi-même, évidemment, il y a plein d'avantages sur la possession, tu vois, derrière. Tu peux la monétiser, tu peux faire énormément de choses avec. Et puis il y a quand même une sorte d'exclusivité. Si tu es le seul à produire ta donnée sur ton marché, quand même hyper intéressant. Après, l'avantage de l'acheter à l'externe, c'est que tu as quand même moins de chances d'avoir une donnée de faible qualité. En général, tu payes un service en parallèle de mise en qualité de ta donnée, d'assurance, de constance dans le temps, etc. Et puis tu as moins de problématiques de flux ou autres à gérer, quoi. Est-ce que vous faites du machine learning ? Quels sont les usages, on va dire, du machine learning que tu peux nous raconter ? Alors, on en fait de plus en plus, mais à l'origine, ce n'était pas forcément le cœur de nos sujets. Aujourd'hui, je te dirais, on fait 20% de nos projets qui ont du machine learning dans nos développements. Il y a des produits qui sont purs ML, comme celui dont je parlais tout à l'heure, d'analyse de l'attention. Là, pour le coup, derrière, c'est des réseaux de neurones, on les a réentraînés sur des images publicitaires, etc. On a plusieurs cas d'usage là-dessus. Je parlais de mesures d'endroits qui attirent l'attention, donc les zones publicitaires qui attirent le regard. On a développé une nouvelle feature récemment, là, qu'on a sortie en début d'année, où on va plutôt analyser la séquence de vision en fait, de ton visuel publicitaire. Donc, est-ce que tu commences par regarder le logo, la marque, le texte, le produit. Donc ça, on est en train de le développer. Et ça, pour le coup, c'est vraiment des produits purs ML. On a d'autres sujets sur lesquels on commence à refaire, entre guillemets. On travaille sur des sujets de forecast, que ce soit des forecasts
financier, un forecast de revenus, qu'on fait en interne pour différentes filiales. On a aussi des projets sur lesquels on va faire de la maintenance prédictive. On a lancé vraiment une étude de faisabilité. Là, pendant un peu plus d'1 an, on a collecté de la donnée de terrain sur l'encrassement de nos panneaux. Oui. L'objectif est de comprendre de manière prédictive est-ce que des événements extérieurs comme la pollution, la météo, le trafic routier, qui vont avoir un impact sur l'encrassement de ton panneau. Est-ce que tu peux prédire à l'avance le fait que ce panneau-là, attention, il faut le nettoyer tous les 3 jours, parce qu'en fait, on est au printemps, on est sous un arbre, et donc il y a quand même plus de chances que le truc se salisse, plus de chances que le panneau se salisse, plutôt que un autre qui se trouve en bord de route à un moment où il a plu, et du coup, il peut y avoir des éclaboussures, etc. Donc, on arrive comme ça plus ou moins à essayer de comprendre quels sont les facteurs externes qui ont une influence sur l'encrassement, derrière à prédire plus ou moins des cycles optimaux de nettoyage, et derrière à optimiser des tournées de nos personnels terrain. Donc il y a un peu de machine learning, évidemment, il y a pas mal de recherche opérationnelle derrière aussi. Moi je suis convaincu que les deux vont ensemble, parce que c'est très bien de prédire ce qui va se passer, mais derrière si ça te permet pas d'optimiser tes opérations ou autres, c'est quand même un petit peu dommage, parce que tu rates quelque chose. Et donc là, le mélange des deux est assez bon. Donc on est évidemment encore en études préliminaires, on n'a pas encore les résultats concrets là-dessus, mais voilà, donc on a des sujets comme ça, très opérationnels, qu'on traite. Et en parallèle aussi, on relance des sujets, notamment sur la mesure d'audience. Alors quand on vend des campagnes qui vont arriver dans 3 mois, dans 6 mois, on est obligé de donner les audiences qui vont arriver dans 3 mois ou 6 mois. Donc là, on est obligé de prédire nos audiences. Donc là, évidemment, soit tu pars sur pure ML, des séries temporelles ou autres, et dans ce cas, tu vas faire tes prévisions de trafic et d'audience. Soit tu fais des modèles un peu plus simples, en fait on va répliquer, on va se dire bon, voilà, un mois de novembre classique pour une année 2022 ressemble plus ou moins à un mois de novembre classique 2023. On est en train de se transformer plus ou moins, on est en train de pousser de plus en plus de machine learning sur nos forecasts, pour une raison, c'est qu'en fait au moment où on a vraiment accéléré sur la mesure d'audience comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire 2018-2019, on n'avait pas suffisamment d'historique de données, qui a été complètement, enfin on parlait de data quality, on a les pires données de trafic sur 2020-2021, voire même 2022, parce qu'en fait nos données, c'est le trafic dans la rue, c'est le trafic dans les aéroports. Donc évidemment en période Covid, nous on a un creux de 2 ans dans nos données, et là maintenant qu'on commence à avoir à nouveau un trafic qui est équivalent au pré-Covid, que ce soit dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les métros ou autres, là on est en train de récupérer à nouveau des données qui sont suffisamment viables pour pouvoir réentraîner nos algos. Mais évidemment, on n'a rien réentraîné sur 2022. Et les solutions d'IA génératives, texte, images, voilà, les choses très récentes, ChatGPT, DALL-E et compagnie, est-ce que c'est quelque chose qui est utile pour vous ou plutôt gadget ? Comme tout le monde, on regarde de très près. On regarde avec l'équipe là en ce moment même. Bon, on est convaincu qu'il y a des sujets sur lesquels ça va forcément nous aider au quotidien, accompagnement à la productivité. Moi, j'ai l'équipe qui commence déjà à développer avec des GPT, donc ça leur permet derrière d'optimiser des requêtes SQL, d'écrire automatiquement des tests unitaires, ce genre de choses. En plus, il y a déjà des IA génératives qui sont intégrées à pas mal d'outils. Sur IntelliJ, il y a déjà des choses. Donc en fait, on les utilise et puis on voit très bien les effets très court terme. Voilà. En tout cas, sur la partie développement. Et puis on sait derrière tous les impacts que ça aura quand, par exemple, ça intégrera la suite Office ou autre. Nous, il y a 2 sujets qu'on regarde aussi d'assez près là, qui vont nous permettre d'améliorer la manière dont on travaille avec nos utilisateurs. La première, c'est... alors moi, toute ma vie, j'étais contre les chatbots, j'ai toujours trouvé ça hyper inutile. Et là, pour la première fois, je suis prêt à me dire, je vais peut-être investir du temps et investir un petit peu d'argent aussi dans un outil qui va permettre de répondre à des questions beaucoup plus poussées d'utilisateurs. Parce qu'en fait, vu qu'on est sur des IA génératives et pas juste des IA de... Je repousse un texte que j'ai appris par cœur, tel quel, qui ne répond pas forcément à la question exacte, on peut avoir une finesse dans la réponse qu'on n'avait pas forcément avant. Et notamment, nous, dans les produits qu'on propose, de mesures de performance de campagne ou autres, voire même dans la mesure d'attention, il y a des interprétations qui peuvent être un peu complexes, ou même des utilisations qui peuvent être un peu complexes, et pouvoir poser une question du type je comprends pas, mon inventaire n'est pas forcément à jour, comment est-ce que je fais pour le... Là, on peut avoir des réponses qui sont beaucoup plus fines. Donc ça, j'y crois, un espèce de renouveau du support client grâce au GPT. Et le deuxième, c'est pouvoir apporter des compétences techniques à des personnes qu'on n'a pas. Et je pense notamment, nous, on a tout un réseau de data analystes au niveau global, dans nos filiales. Enfin, la plupart de nos filiales ont 1 ou 2 data analystes
qui n'ont pas forcément accès à toutes nos bases de données, à tous nos data warehouse, qui ne sont pas forcément des produits SQL, mais qui ont des besoins. Et en général, ils nous envoient un mail en disant j'aimerais bien avoir un extract des données de trafic des supermarchés ou de centres commerciaux dans telle ville, etc. Ouais. Nous, on est obligé de le faire. Demain, tu as un outil de text ou SQL qui est directement plugué sur ton data warehouse ou autre. En fait, tu gagnes un temps fou, toi, en tant qu'intermédiaire juste de requête, quoi. Et puis même du confort énorme pour les utilisateurs. Tu as ta réponse automatiquement. Rien que retirer cette partie-là, j'y crois aussi énormément. Donc, tu vois, ces deux sujets, on les regarde aujourd'hui, mais évidemment, il y en aura d'autres derrière. Alors justement, c'est quoi les défis actuels en termes de données pour votre équipe ? En termes de données, je parlais tout à l'heure de la disparition progressive des données de cookies ou des données de cookies mobiles qui arrivent, qui ont été initiées avec le passage à iOS 14 côté Apple, qui arrive côté Google un peu plus tard, mais qui va arriver aussi à un moment. Et en fait, c'est plus des problématiques de marché de manière générale, plutôt que nous, JC2Co. En fait, quelle va être la prochaine étape ? Toutes ces boîtes qui misaient intégralement leur vente de publicité dans le digital ou ailleurs grâce à de la donnée personnelle, quel va être le prochain mouvement ? Voilà. Donc nous, évidemment, on n'est pas là. Nous, on ne travaille pas sur la donnée. On ne vend pas de la campagne one-to-one, donc on n'a pas ces problématiques-là. Et en même temps, du coup, est-ce qu'on se dit, nous, travaillant plutôt sur la donnée plus de masse, est-ce qu'on a un coup d'avance ? Quels sont demain les jeux de données qui seront à la fois beaucoup plus accessibles, beaucoup plus stable. Tu vois, je parlais de la donnée telco, qui n'est pas aussi granulaire, qui n'est pas aussi précise que de la donnée cookie, par exemple, parce que tu n'as pas du tout d'informations personnelles dessus. Le telco, c'est les opérateurs mobiles. Exactement. Le nombre de connexions. Ça va être le nombre de connexions. Nous, ce qu'on peut récupérer, par exemple, tu as un tronçon de rue, on va dire, combien de personnes se sont trouvées sur ce tronçon de rue tel jour, entre telle heure et telle heure, ce qui nous permet d'avoir un trafic autour de nos panneaux, anonymes, évidemment. Et ce qui va derrière nous permettre, on a des algos qui vont nous permettre de transformer le trafic en impression. Le trafic, c'est le nombre de personnes qui passent à côté. Une impression, c'est une vue sur nos panneaux. Et derrière, ça va nous permettre, du coup, de savoir combien de personnes ont vu la publicité, qui est en gros, aujourd'hui, c'est l'unité de vente pour JC2Co, en partie sur nos mobiliers. En fait, on va vendre des vues, exactement comme sur téléphone, on vend des vues. Voilà. Après, donc il y a un enjeu sur la collecte des données. Et après, évidemment, un enjeu qui est très fort pour nous, c'est comment est-ce qu'on va réussir soit à produire plus de données, soit à acheter de la donnée qui est très pertinente à l'externe. Donc aujourd'hui, c'est les sujets qu'on explore. Et après, il y a un deuxième enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ces données elles soient accessibles au groupe. Nous, on est la division data, on est basé à Neuilly. On a évidemment accès, on a les compétences et les personnes pour pouvoir accéder à nos datas, les transformer, en faire ce qu'on veut, etc. Mais une autre personne qui est au Brésil, qui a envie d'avoir accès à sa donnée, qui a envie d'avoir accès, à de la donnée météo qu'on collecte dans la division data, qu'on stocke chez nous, mais qu'eux n'ont pas forcément, parce que soit ils n'ont pas le contrat, soit ils n'ont pas les bonnes personnes non plus pour requêter les API, parce que tout le monde n'a pas forcément non plus ces compétences-là dans les équipes métiers. En fait, l'enjeu pour nous, il est plus là. C'est comment est-ce qu'on va réussir à décentraliser l'accès aux données qu'on collecte nous. On a passé 2-3 ans à fonder un socle, on va dire, technologique. On a monté une plateforme, on a monté une équipe. On a des compétences aujourd'hui qui sont largement suffisantes et qui sont quand même assez fortes dans l'équipe tech. Mais on arrive à un moment où nos marchés, donc nos filiales, les équipes métiers et les équipes IT savent ce qu'on peut faire avec la data. Voilà. Ils sont formés, ils utilisent nos outils au quotidien, ils ont même des idées évidemment de leur côté, plus que nous, ça vient de leur côté la plupart du temps, mais donc il y a quand même des envies à chaque fois d'aller plus loin. Voilà. Et nous, en fait, petit à petit, c'est pas qu'on devient un bottleneck, mais presque. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, si nous on a trop de demandes, il faudrait qu'on double ou qu'on triple encore de taille pour pouvoir y répondre, et c'est pas l'objectif. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément non plus être cet organe central qui fait que répondre aux besoins. En fait, ce qu'on veut, c'est commencer à décentraliser, c'est-à-dire vous êtes vous aussi autonome. Tout à l'heure, je parlais de pouvoir faire du text to SQL pour qu'une filiale, juste à partir d'un mail ou n'importe quel prompt, puisse collecter de la donnée depuis un data warehouse. On aimerait bien donner accès en fait à n'importe quelle donnée de cette manière-là, ou des dashboards, ou peu importe. Voilà. Et donc, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière ce partenariat qu'on a monté avec Pernod Ricard. On a signé une alliance il y a un peu moins d'un an, c'était en septembre dernier, entre les deux entreprises, où l'objectif, c'est de partager une techno
Cette techno, c'est un data portail qui permet justement de donner accès à n'importe quelle personne de l'entreprise, que ce soit côté sales, côté marketing, côté finance, côté RH, peu importe, à des dashboards, de la donnée brute, peu importe, sans aucune compétence technique. Donc en fait, tu te connectes à un catalogue. Tout à l'heure, on parlait de catalogue sur des marketplaces. C'est exactement pareil. Mais là, c'est un data catalogue. Donc en fait, tu as plein de sources de données qui sont listées. Une source de données, ça peut être un rapport de vente d'une de nos filiales sur un trimestre, comme ça peut être de la donnée météo à Johannesburg, comme ça peut être des KPI d'utilisation d'un outil qu'on peut utiliser chez nous. D'accord. Donc, et vraiment... comment on la consomme, du coup? C'est pas avec des requêtes, c'est avec quoi, du coup? Du clic. C'est du clic, c'est une page web, tu te connectes, toutes les personnes en interne JC2Co auront accès. Donc nous, on est encore en train de le déployer. Évidemment, ça prend du temps, donc on est en train de l'alimenter. On va le lancer assez prochainement. Toutes les personnes y auront accès. Tu te connectes, tu as un data catalogue, tu as une liste on espère bientôt 100, 200, 300 peut-être data sources qui sont classées par type de données. Est-ce que c'est des données qui ont un lien avec la finance, avec le marketing ou autre? Ça peut être classé par filiale. Donc tu dis, tiens, j'ai envie, moi je suis en Belgique, j'ai envie de savoir exactement les données que j'ai chez moi. Ou ça peut être juste, tu fais ta recherche, tu as une barre de recherche, etc. Et avec Pernod Ricard, vous développez ensemble la technologie Data Portal, vous ne partagez pas la donnée qui sera Exactement. C'est vraiment deux instances complètement séparées. L'idée, c'est pas du tout de partager de la donnée, parce que de toute façon, on a des métiers qui sont très différents aujourd'hui. L'objectif, c'est juste de partager et des idées et des coûts, évidemment, de maintenance, d'évolution. On a un comité de produits pour l'évolution du data portal. Et puis on commence déjà à avoir pas mal d'idées qui émergent, savoir comment est-ce que ensemble on va pouvoir construire une nouvelle feature qui va être très pertinente pour les utilisateurs. En fait, une des raisons pour lesquelles on a monté cette alliance, c'est aussi que nos groupes sont assez similaires. C'est deux grands groupes français avec des filiales globales, évidemment. Donc Pernod Ricard, ils ont des marques, ils ont des filiales, des marchés. Nous, on a deux marchés, on travaille pour plus de 80 pays. Et donc cette relation-là, dans la manière dont le corp, d'un côté, donc eux, que ce soit la data, la DSI, et pareil chez JC2Co, travaillent avec les filiales, en fait, c'est exactement, c'est très similaire. Donc la manière dont ils donnent accès au marché, à la donnée brute, nous correspond exactement. Donc en fait, on s'est vraiment reconnus dans la même stratégie, la même trajectoire. Eux aussi se sont reconnus chez nous, donc on s'est dit, très bien, partageons les idées, partageons le produit. Et si ça fonctionne, l'ambition, c'est de éventuellement la partager, cette technologie, la vendre, en faire quelque chose, ou ça a vraiment vocation à rester quelque chose d'interne dans ces deux sociétés? Ouais. La vendre, peut-être pas, parce qu'en fait, on n'est pas non plus des éditeurs de logiciels, donc c'est quand même assez compliqué derrière de vendre un soft. On n'a pas forcément envie d'avoir des SL1 ou autres quand on le vend. Par contre, derrière, avoir d'autres membres de l'Alliance, d'autres grands groupes qui veulent rejoindre cette aventure et se dire, nous aussi, en fait, on partage vraiment votre vision sur comment est-ce qu'on décentralise l'accès à la data, comment est-ce que derrière le data catalogue et tous les outils qu'il y a autour, parce qu'en fait, il y a plein d'autres outils derrière qui permettent de faciliter la construction d'un POC, faciliter le scripting, si derrière tu veux faire un algo de ML sur de la donnée que tu trouves à un endroit qui a été catalogué, etc. Il y a plein d'outils hyper pertinents. Si demain on a un autre acteur du marché qui lève la main, qui dit en fait je me vois dans le truc, ça m'intéresse, j'ai envie d'y avoir accès pour accélérer ma transfo, exactement comme nous on l'a fait, et qui sont prêts du coup à s'engager, parce que forcément ça demande un petit peu d'engagement, ça demande du temps, ça demande de l'investissement de la part des équipes. Enfin nous on est ouverts évidemment. Et d'ailleurs l'objectif c'est qu'on ne reste pas deux dans cette alliance. Donc là on est en discussion avec quelques entreprises, on sera peut-être 3 d'ici la fin de l'année, 4, 5, on verra jusqu'où ça nous mène. Tu as une anecdote à nous partager? Justement, je trouvais ça intéressant. On y a toujours cru à cette alliance. Et puis, on a vu les premiers résultats 2 ans après les débuts des discussions. On savait qu'on allait forcément joindre les idées, joindre tous les deux des idées peut-être un petit peu séparées et qu'on allait se dire, tiens, telle trajectoire, ni toi ni moi, on y a pensé. C'est peut-être une bonne idée pour nos utilisateurs. Donc ça, c'était un peu la théorie derrière l'alliance. De dire, on a tous des idées, on partage. En fait, un jour, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux dans notre coin, depuis 2 ans, travaillé sur un produit qui était exactement le même. Le produit, c'est un produit de data quality. Tu mets un fichier en entrée, on te check que tes colonnes, elles ont bien le bon nom, que quand tu as une colonne qui s'appelle date, en fait, à l'intérieur de ta colonne, tu as bien des dates, etc. Il y a pas mal d'outils de marché qui le font. Mais nous, on voulait un truc avec une interface un petit peu différente, qui était directement pluguée chez nous, etc. Pernod Ricard, du coup, l'a développé chez eux.
un produit avec une interface utilisateur incroyable, un truc hyper simple d'utilisation. Tu peux modifier ton fichier directement sur l'interface. Il y a un tableur qui pop-up, qui t'as tes cellules avec des erreurs potentielles qui s'affichent en rouge, etc. Et de notre côté, en fait, on avait développé un outil qui faisait exactement la même chose. C'est-à-dire, tu mets un fichier en entrée, pareil, on te check tes colonnes, on vérifie. La différence, c'est que nous, notre interface utilisateur a été quand même un petit peu moins jolie, simple, tout ce que tu veux. On avait beaucoup plus travaillé derrière le moteur de check. Par contre, quand tu mettais un fichier, tu pouvais programmer à l'avance, évidemment, des checks avec d'autres fichiers et des systèmes de vérification de qualité assez poussé en fait entre fichiers, entre 4-5 fichiers, des onglets Excel, etc. Donc on avait d'un côté le monde Pernod Ricard avec un outil qui était très beau, très simple d'utilisation avec un moteur qui fonctionnait, et côté JC2Co, un outil qui était quand même assez moche avec un moteur qui était très poussé dans les capacités de vérification de qualité entre fichiers, etc. Et en fait on s'en est rendu compte 6 mois après la signature du contrat quasiment, quoi. Donc on s'est dit, c'est parfait en fait. Et en plus, ça nous fait une histoire excellente à raconter sur pourquoi rentrer dans l'Alliance. Parce qu'en fait, on a tous des idées qui sont différentes. On a le même projet, on a la même envie, mais on le traite de manière différente parce qu'on a peut-être des cultures différentes, on a peut-être des équipes différentes. Nous, on a peut-être des équipes qui étaient plus orientées data engineering, ils avaient peut-être des équipes qui étaient plus orientées web. Peu importe, là, on est en train de retravailler sur un outil qui prend le meilleur des deux mondes. Oui. Là, on est en train de travailler dessus pendant ce trimestre. Et donc, ça va être notre premier projet commun qui du coup va quand même pas mal changer la manière dont on gère la data quality des deux côtés. Est-ce que tu as une opinion à nous partager ? C'est un peu lié à l'anecdote que je viens de raconter. Il y a d'autres sujets qu'on traite aussi en interne. Je suis persuadé que tu as beau avoir le meilleur algo de machine learning, tu as beau avoir la meilleure équipe de data science et les plus seniors et avec le plus de PhD possible au monde, derrière ton algo a d'autant plus de valeur qu'il est lui-même mis en valeur par la simplicité d'utilisation. Et je pense que penser une équipe data tech, j'entends, en ne voyant que la partie data science, maintenant la partie data engineering, ça y est, ça fait 4 ans qu'on en parle, donc c'est très positif, mais ne pas forcément voir l'implication derrière du web ou du dashboarding ou juste de la data vise, je trouve que c'est une énorme erreur. Parce que derrière, en fait, ton algo, il y a forcément des utilisateurs derrière. Soit ton algo est simplement utilisé pour feeder ou pour intégrer d'autres outils, et en fait, à la fin, la finalité, ça reste tes users, et comment est-ce que derrière ils vont interagir avec ton outil, interagir avec ton dashboard. Et si tu as un truc qui n'est pas hyper clean, hyper lisse, qui est ultra compréhensible, ça va pas forcément servir. Tu vois, je te redonne un exemple, on n'a pas arrêté de parler de notre outil de mesure de l'attention. Si tu arrives à voir dessus un petit peu les ficelles de lien avec des chiffres dans tous les sens, où en fait on va te donner en dessous un pourcentage de crédibilité du résultat que tu vas avoir, en fait tu vas complexifier intégralement l'interprétation de ton résultat. Si tu donnes un chiffre en disant en fait finalement ou une visualisation en disant en fait le résultat c'est celui-là, c'est ultra simple, tout le monde va y croire. Parce que, de toute façon la plupart du temps il n'y a pas forcément de challenge sur le résultat ou non, est-ce que le résultat est bon ou pas. Et en fait c'est ça qui va driver ton usage. Mais est-ce que ton algo il est bon à 98 ou à 99,5%? L'enjeu n'est pas forcément là. Sauf évidemment si tu travailles sur des sujets de médecine ou autres, où là pour le coup la précision est évidemment ultra pertinente. Mais que ce soit sur des sujets d'industrie, sur des sujets de médias ou autres, c'est pas le 0,1 ou 0,0001% qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est l'usage. Et l'usage, c'est principalement l'interface. Quel conseil tu aurais pour quelqu'un qui doit monter une équipe data dans un grand groupe ? Je dirais ne pas forcément penser la data comme uniquement un sujet tech. La manière dont on a monté la division data chez JC2Co, c'est évidemment il y avait une équipe tech de départ, parce que tu peux pas forcément faire de la data sans personnes qui vont développer ou sans personnes qui vont juste rassembler de la donnée, la collecter, la mettre en base. Ça, t'es évidemment obligé d'en avoir. Mais ne serait-ce que collecter le besoin de tes utilisateurs, ne serait-ce que comprendre le métier, tu es obligé de l'avoir et tu es obligé de l'intégrer à ton équipe data aujourd'hui. Voilà. Le séparer, pour moi, c'est une erreur. C'est avoir la possibilité de créer un gap entre ce que tu vas développer et ce qui va être utilisé derrière. Donc, c'est pour ça que nous, on a absolument tenu, depuis le début, à avoir une équipe Customer Success qui est en lien avec l'équipe tech, qui est en lien avec les marchés et qui fait le pont entre les deux. Donc nous, en fait, aujourd'hui, l'équipe de développement, le Center of Excellence, ne développe pas de projet sans derrière avoir le lien direct avec le business.
Et ce lien, il fait partie de l'équipe data aujourd'hui. C'est pas une équipe séparée qui fait de la MOA ou autre. Voilà, on est vraiment intégré. Le deuxième, c'est ne pas forcément penser pareil l'équipe data sans l'écosystème qu'il y a autour. Et l'écosystème, ça peut être des partenaires externes. Donc c'est pour ça aussi qu'on a monté une équipe partenariat dès l'origine de la division data, en disant c'est très bien, on va développer plein de trucs chez nous, mais en fait il y a aussi un écosystème autour de nous avec des startups, des grands groupes, des grosses boîtes tech ou pas forcément, et eux aussi ont leur rôle à jouer dans la transformation du groupe JCDecaux. Donc on ne va pas forcément tout redévelopper maison, il y a des outils aujourd'hui qui existent, qui fonctionnent hyper bien, et mieux que ce que nous on aurait pu développer, et même si nous on avait voulu développer, ça nous aurait pris 5 ans, finalement il y a des accélérateurs externes, et il ne faut pas se couper non plus de ce monde-là. Alors quelle est la suite pour la data chez JCDecaux ? En interne, là notre objectif très court terme, ça va être de mettre à disposition ce fameux portail data dont on a parlé, et du coup d'accélérer la décentralisation de nos compétences data, avoir accès à la donnée brute, à du dashboard, à tout le groupe. Demain, ça va être un vecteur de transformation énorme et d'accélération vers plus de décisions data-driven, évidemment. Et puis, en externe, ça va être pouvoir accompagner à la fois les agences et les annonceurs, mais aussi les mandants, c'est-à-dire les villes, les aéroports, les centres commerciaux, sur leurs besoins data. Nous-mêmes être non pas provider de solutions pour JCDecaux, mais aussi pour tout l'écosystème autour de nous. Et bon courage. Merci Marc. Merci Victor. Vous venez d'entendre Victor Azria, Global Data Director chez JCDecaux dans Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Victor Cluzel, administrateur de l'INSEE, pour nous parler de data à la Cour des comptes. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.